Il est 19 h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe Devilliers, votre rendez-vous du vendredi. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy, comme chaque vendredi, est avec nous. Cher Geoffroy, bonsoir. Bonsoir les amis. Philippe Devilliers, commençons évidemment cette émission par le drame d'Oléron. Île paisible, île meurtrie depuis mercredi. Un homme de 35 ans a renversé volontairement 5 personnes, faisant 2 blessés graves. Le parquet national antiterroriste a décidé de ne pas retenir sa compétence dans l'enquête ouverte à la suite de ce périple meurtrier. On va écouter le procureur et on va vous poser la première question dans un instant. En dépit d'un mode opératoire relativement préparé, le parquet national antiterroriste a considéré que l'intéressé, décrit par son entourage comme polytoxicomane et sous l'emprise de cannabis au moment des faits, tenait en garde à vue des propos manquants de cohérence, marqués de troubles de la personnalité et n'inscrivait pas son action dans une dimension djihadiste. Les premières exploitations techniques ainsi que les résultats des perquisitions réalisées n'ont pas permis, selon le PNAT, à ce stade de la procédure, de déterminer de lien avec des organisations terroristes ou avec toute autre personne connue des services spécialisés de renseignement, ni de consultation de propagande djihadiste. Après évaluation de la situation, le parquet national antiterroriste ne retenait donc pas sa compétence, mais restait en observation. Geoffroy Lejeune. Question très simple, Philippe. Comment expliquez-vous que le parquet national antiterroriste ne se soit pas saisi de ce dossier? C'est un scandale. Et en même temps, je le crains, un point de bascule. C'est-à-dire que nos autorités, nos élites ont décidé qu'il fallait maintenant, par un accommodement raisonnable, tenir compte du fait que l'islamisation de la France était en bonne voie et qu'il fallait passer au droit commun plutôt que de chercher à pointer tous les attentats terroristes islamistes. C'est ça qui est derrière, en fait. C'est la volonté de minimiser, d'occulter, de banaliser, pour qu'il n'y ait pas de statistiques. Et qu'on ne dise pas, voilà, il y a des attentats islamistes individuels en France aujourd'hui. Et si vous voulez, je vais vous faire la démonstration. En fait, ce à quoi on a assisté, c'est à la fuite du réel par la justice. C'est quoi le réel? Le réel, ce qui s'est passé, c'est un acte d'inspiration islamiste. Il suffit de regarder ce qu'a été le mode opératoire. Le mode opératoire, c'est on a retrouvé un couteau, ça on l'a su qu'aujourd'hui, un couteau de 35 cm. Ça nous dit quelque chose. Ensuite, il y a la voiture bélier. C'était un individu qui sert d'une voiture pour foncer dans la foule. On a vu ça, Strasbourg, Berlin, la Nouvelle-Orléans, Nice. Et puis les bonbonnes de gaz pour s'immoler ensuite. Et puis surtout, l'individu qui crie « Allah Akbar ». Donc il signe son acte. Et non seulement il signe son acte, mais en garde à vue, il déclare aux policiers qui le questionnent « J'ai répondu à une mission qui m'a été confiée par Allah ». Donc il désigne le commanditaire, si l'on peut dire. Donc le réel, c'est clair et net, c'est un attentat islamiste qui répond parfaitement, Geoffroy, Elliot, au texte de l'article 421, premier alinéa du Code pénal. C'est une entreprise individuelle ou collective, en l'occurrence individuelle, de terreur. Pourquoi je dis que les autorités se sont déshonorées? On a d'abord entendu le procureur, là on vient de le voir, le procureur de La Rochelle, qui a dit « le mobile n'est pas déterminé ». C'est la première intervention, alors qu'il savait qu'il avait crié « Allah Akbar ». Si jamais vous avez parmi vos amis quelqu'un qui crie
au nom de Sainte-Thérèse de Lisieux, oh mon Jésus, je t'aime, je vais tuer des catholiques ou des musulmans, vous direz, bon, voilà, on qualifie la chose, vous voyez. Bon. Et là, donc, Allah Akbar, il dit non, c'est du droit commun. Bon. Deuxièmement, le ministre. Alors, le ministre, c'est un collier de perles. C'est magnifique, le ministre, quand il dit il y a eu un cri. Vous vous souvenez ? Après, il a dit oui, il y a un cri, c'est peut-être Allah Akbar, puis après, oui, c'est Allah Akbar. Bon, mais enfin, bon, on minimise. Et puis, on apprend que le parquet national n'a pas voulu se saisir. Il a considéré qu'il n'y avait pas les éléments pour se saisir. Donc, je dis, c'est un scandale, c'est une honte, c'est une horreur. Et moi, j'ai honte, vous savez pourquoi ? Parce que j'ai eu sur Facebook ce matin un petit message de Nathalie Valmin. C'est la maman de Emma. Elle nous regarde en ce moment. Et elle m'envoie un message en disant « J'aimerais bien vous parler ». Emma, c'est la jeune fille attachée parlementaire qui a été gravement blessée par cet individu. Elle était à faire son jogging. Toute la France l'a su, toute la France l'a vu. Voilà, on voit son visage. Elle est entre la vie et la mort à l'hôpital de Poitiers. Et la dame, je l'ai eu au téléphone, elle m'a appelé. Elle est sortie de la chambre. Voilà, elle était en larmes. Et elle m'a dit, qu'elle regardait notre émission tous les vendredis avec sa fille, Emma, et elle m'a dit, vous pensez que la France ne va pas mourir ? Et elle a répété après, et elle m'a dit, vous croyez qu'on va pouvoir échapper à la barbarie ? C'est qu'en fait, elle a compris. Et elle a ajouté, heureusement, vous nous donnez de l'espoir. Mais avant de donner de l'espoir, je voudrais quand même dire que moi, je suis très frappé par ce qui s'est passé à Oléron, parce que je connais Oléron. J'ai été sous-préfet de La Rochelle, c'est mon premier poste quand je suis devenu sous-préfet, en 1978. Et on allait en famille manger des huîtres à Marennes-Oléron. On allait cueillir du mimosa, on allait sur la tombe de Pierre Loti. Ouais. Et je me souviens du mot de Pierre Loti que j'avais retrouvé, l'île lumineuse. L'Oléron lumineuse. La lumineuse. Oléron, la lumineuse, ça. Oléron, la paisible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut frapper, n'importe où. Donc n'importe où, Oléron. Incroyable. Les habitants d'Oléron sont sidérés, tous les Français sont sidérés, ça veut dire que c'est n'importe où, ça veut dire que c'est partout en fait, quand on dit n'importe où. Et non seulement c'est partout, mais c'est n'importe qui. Et là, les services de renseignement, ils sont paniqués par ce qui vient de se passer. Pourquoi ? Parce qu'on leur demande, et ils le font de manière remarquable, de pister, de suivre les 4000 individus dangereux qui sont repérés et de faire attention à la menace exogène, comme disent les spécialistes. Mais ce que disent les gens du renseignement aujourd'hui, c'est que à côté de cette menace exogène qu'on peut, à la rigueur, repérer à l'avance, anticiper, il y a une menace endogène. C'est-à-dire le gars qui est dans son mobil-home à Oléron et qui tout à coup va sur les réseaux sociaux, se met à lire le Coran et à comprendre la recommandation du prophète, je cite, le paradis est à l'abri des épées. Et donc il passe à l'acte. La menace endogène, elle est partout, parce que nous sommes en voie d'islamisation complète. Il faut qu'il y ait un gars en France aujourd'hui qui le dise à la télévision. On est en voie d'islamisation progressive. Or, la société islamique est irréductible à nos catégories mentales. Le djihad, la charia, l'oumma, ils veulent faire une société charia compatible. La charia, c'est pas nous, c'est une autre loi. C'est le voile, par exemple. Peut-être qu'on en parlera au cours de cette émission. L'oumma, c'est la communauté des croyants.
on n'est plus national, on n'est plus français, ce que m'avait dit Hassan II. Non, ils seront jamais français. Ils sont de l'Oumma, ils sont musulmans. L'Oumma, c'est une communauté en tant que telle. Et enfin, et surtout, le djihad. Qu'est-ce que c'est le djihad? C'est la conquête. Et il y a deux sortes de conquêtes. Il y a la conquête pacifique, par exemple les frères musulmans, par infiltration, et la conquête violente, l'individu en question a tolérant la conquête violente, c'est-à-dire le djihad. Qu'est-ce que c'est le djihad? Le djihad, c'est le devoir de chaque musulman de faire du bout de France où il se trouve une terre d'islam. J'espère que je suis entendu ce soir par les Français qui nous écoutent. Relevez la tête et ne soyez pas des autruches. Et n'écoutez pas les politiciens qui cherchent à vous apaiser, à vous pacifier, et qui ne vous disent pas la vérité. Un islamiste, c'est un musulman pressé. Un musulman modéré, c'est un musulman qui ne lit pas le Coran. Il faut bien comprendre la situation dans laquelle on est. On est au point de bascule, on est tout près du point de bascule, et on a donc des autorités judiciaires qui disent « Non, 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 droit commun, c'est psychiatrique. On psychiatrise comme en Union soviétique pour n'avoir pas à analyser la situation de la France aujourd'hui. » Le PNAD qui reste en observation, j'ai oublié de le préciser, et qui peut à tout moment, s'il y a des nouveaux éléments, reprendre la main sur le dossier, Philippe. Oui, et on a vu ça d'ailleurs dans l'affaire du chrétien irakien qui a été assassiné. Bien sûr. Et le parquet national dit non, c'est pas un assassinat à caractère religieux, puis finalement quand même, maintenant ils sont obligés. Vous voyez. Philippe de Villiers, autre sujet à présent. On va parler de Matisse. Matisse devait fêter ses 20 ans cette semaine. Il a été tué le week-end dernier par un chauffard multirécidiviste qui a tenté de fuir après un refus d'obtempérer. La maman de Matisse a décidé de prendre la parole pour son fils, pour son honneur et pour que justice soit rendue. Écoutons la maman de Matisse. En plus, donc, c'est encore une étape, je pense, pas encore assez forte. Je pense que le pire reste à venir. Donc là, aujourd'hui, c'est me battre pour sa mémoire. Et puis, se remémorer les bons moments. Parce que je pense qu'il n'aurait pas voulu qu'on soit anéanti. Mais bon, on y sera obligatoirement. Mais me dire qu'il mérite qu'on se batte pour lui. Et surtout qu'on fasse du bruit. Qu'on fasse entendre que sa mort, c'est trop. Que l'État doit faire quelque chose. C'est pas possible que des mecs comme ça sortent de prison et n'y soient pas, ou toutes ces récidives, ces délinquants, c'est pas du court, du moyen terme, c'est du moyen et du long terme qu'il faut, c'est du court terme. C'est que la justice prenne les choses en main, que l'État se rende compte que la France, elle est plus en sécurité. Enfin, nos enfants sont plus en sécurité. Geoffroy Lejeune. Philippe, vous vous êtes souvent adressé aux familles de victimes dont on parlait sur ce plateau. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à la maman de Matisse? Je suis très frappé, comme vous, de voir que cette mère de famille décide de parler. Et elle décide de parler aux Français. Et je lui dis ceci. Vous avez eu raison, madame, de choisir de parler aux Français. Il me semble que vous avez voulu leur faire partager d'abord votre affection immense pour ce garçon que vous êtes allé chercher là-bas à Haïti, qui était en insécurité, pour qu'il vienne dans la tranquillité française. Vous êtes déchiré, meurtri, cette affection est brisée. Ce garçon, vous l'avez aimé, et vous dites aux Français, aidez-moi à porter la poutre maîtresse de la détresse d'une mère. Et nous sommes là. Les Français sont là. Ensuite, c'est un message de colère, quand on écoute bien ce qu'elle dit. Parce que beaucoup de choses ont été occultées. Là encore, on a minimisé. On ne veut pas dire la vérité. C'est la faillite de la justice. C'est la faillite des autorités, c'est la faillite des pouvoirs publics, le laxisme, la faiblesse, la lâcheté. Et puis enfin, j'ai cru lire, ou en tout cas affleurer, dans son regard, dans ses mots,
qu'elle demandait aux Français de partager son petit espoir qu'au moins la mort de Matisse serve à quelque chose et que les hommes politiques se redressent, se relèvent et prennent les mesures suffisantes pour que le drame de Matisse ne se reproduise plus. Vous avez abordé les faillites, Philippe de Villiers. Est-ce qu'on peut revenir en profondeur sur justement ce qu'il s'est passé autour de ce drame? Et si faillite il y a, faillite de la justice, vous expliquez, quelles sont-elles? Alors, ce drame de Matisse, il y a plusieurs volets. Le premier volet, c'est la récidive. Il y a 15 faits, le meurtrier, 15 faits derrière lui. Il y a, j'ai lu les mots persécution, j'ai lu les mots séquestration, torture, pas de permis, etc. Donc c'est un multirécidiviste. Or, et là j'aborde le drame de la France. Depuis mai 68, il y a une nouvelle doctrine. Je parlais de ça à l'instant, avant d'entrer dans le studio, avec mon ami, le grand magistrat Georges Fenech. Magistrat remarquable qui connaît ça par cœur et qui me disait c'est la doctrine sociale nouvelle de Marc Ancel qui s'applique aujourd'hui depuis 1970. Qu'est-ce que c'est la doctrine sociale nouvelle? Elle consiste à dire que le rôle de la justice, la mission de la justice, elle est non pas de prévenir, de dissuader, de punir, de réparer, mais de réadapter le délinquant. En d'autres termes, la justice change de mission avec cette nouvelle doctrine pénale qui a inspiré tout le nouveau code pénal de Badinter, le panthéonisé, qui, petite parenthèse, a eu comme premier acte de libérer 44% des prisonniers français, des délinquants français, des criminels français qui étaient dans les prisons. La doctrine sociale nouvelle, elle consiste à dire, avec une expression caractéristique, le déterminisme social du crime. Réfléchissez bien à cette formule. Le déterminisme social du crime. Ça veut dire, en fait, c'est la société qui est coupable. Et le coupable est une victime, en fait. C'est l'excuse absolutoire, comme disent les juges. Derrière cette doctrine pénale nouvelle, qui date des années 70, il y a la politique pénale. Souvenez-vous, le 15 août 2014, moi ça m'avait beaucoup frappé en pleines vacances. J'entends à la radio que Christiane Taubira a pris une circulaire au terme de laquelle les juges doivent désormais éviter la prison, à tout prix. Éviter la prison. Et en fait, elle est saluée par le syndicat de la magistrature qui dit la prison, c'est la récidive assurée. En d'autres termes, la prison, c'est le bouillon de culture de la récidive. C'est-à-dire, si vous mettez les gens en prison, ils vont récidiver. Voilà. Et si on ne les met pas en prison, alors qu'est-ce qui se passe? Ils récidivent quand même. Donc, cette idée que la prison, c'est le mal, et que la liberté, c'est le bien, y compris pour les délinquants. Donc, c'est un renversement complet de l'équilibre de la justice. Deuxième question, qui est tout aussi grave, c'est le refus d'obtempérer. Il y a en France, vous le savez très bien, 25 000 refus d'obtempérer par an. 70 par jour, un refus d'obtempérer toutes les 50 minutes. Or, 12% des refus d'obtempérer conduisent à un drame avec les policiers. Et 84% des délinquants qui sont coupables d'un refus d'obtempérer ressortent de prison dans l'année. Or là, il y a un traumatisme sur le refus d'obtempérer. Pourquoi? Parce que si les policiers qui suivaient l'individu qui a tué Matisse, s'ils avaient tiré, comme pour Naël, c'était la prison. Le traumatisme dans l'affaire Naël, le traumatisme sur Florian, c'est
tous les policiers qui sont traumatisés. Pourquoi? Il faut expliquer pourquoi. Parce que c'est la défaite de l'autorité régalienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis l'affaire Naël, il n'y a plus de présomption d'innocence pour les policiers. C'est Macron qui a inauguré cette nouvelle époque, en désignant le policier, en disant c'est grave ce qu'il a fait, etc. Deuxièmement, il n'y a plus de légitime défense pour le policier. Là, il avait appliqué la loi de 2017 et la justice lui avait reproché. Et en qualifiant son acte de meurtre. Meurtre, ça veut dire tuer volontairement quelqu'un. Est-ce que vous croyez que les policiers, quand ils se lèvent le matin, ils se lèvent et ils disent à leur femme, on va tuer quelqu'un aujourd'hui? Non mais, c'est scandaleux. C'est le rempart, c'est le dernier rempart de la République. Et on est en train de démoraliser ce dernier rempart. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a installé la victoire du désordre. En disant aux malfrats, à la racaille, aux délinquants, vous êtes, c'est l'inversion victimaire, vous avez un privilège immunitaire, en face de vous, il y a la police qui tue, donc vous pouvez les désigner comme vos ennemis. Et on dit aux policiers, vous surtout, n'utilisez pas votre arme, parce que sinon c'est les pires ennuis. Et donc ça s'appelle la démoralisation du rempart de la République. C'est ça qui est en train de se passer. Enfin, je voudrais ajouter quelque chose qui vous concerne, Elliot. D'une part, les maires parlent, et ça change tout. La mère de Philippine a parlé, la mère d'Elias a parlé, la mère de Lola a parlé. Les maires parlent. Et ça change tout. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus dire que c'est des faits divers maintenant. Quand les maires parlent, ça devient des faits de société. Et enfin, honneur à CNews. J'ai bien regardé cette semaine. C'est CNews qui a commencé. C'est CNews qui a parlé de l'affaire Matisse. C'est vous qui en avez parlé samedi matin. Et il a fallu attendre le dimanche, mais c'est venu après pour qu'on ait la dépêche de l'agence de France Propagande, la AFP. Voilà. Et puis ensuite, tout le monde est venu derrière, vous voyez. Donc en fait, vous êtes les grenadiers voltigeurs de la France en veille. Honneur à CNews. Pendant que vous nous parliez, Philippe de Villiers, Benjamin, qui est en régie, m'expliquait que sur CNews ce vendredi après-midi, l'avocat de la famille a réagi. L'avocat a été contacté et a pu être reçu par 2 conseillers. En revanche, la famille de Matisse n'a toujours pas été contactée par le gouvernement. Et demande a été faite et ils espèrent avoir une réponse rapide. Et j'avais cette information pendant que vous étiez en train de nous expliquer votre regard sur ce drame-là. Et ayons aussi une pensée pour Patricia Pérez, la mère d'Adrien, qui a été tuée à 26 ans, Adrien, à la sortie d'une boîte de nuit en 2018, et qui dénonçait cette semaine au micro de CNews et de Christine Kelly la libération anticipée de l'un de ses meurtriers. Il devait faire 15 ans de prison, 7 ans seulement. Et après le drame, il était libéré. Dans l'actualité également cette semaine, Philippe de Villiers, vous souhaitez revenir sur le scandale de la marque Shein, leader chinois de la mode à petit prix et du fast fashion, qui installe une première boutique au BHV à Paris. Alors même qu'on apprenait que le géant du commerce vendait des produits pédopornographiques visiblement sur le web, et notamment une poupée sexuelle en forme de fillette. Mais au-delà de la polémique, on s'est plongé dans l'histoire et dans les archives. Et on a retrouvé une archive de Philippe de Villiers qu'on avait peut-être passée lors de la première saison avec Elisabeth Guigou. On est en 1994. Elisabeth Guigou est alors députée du Parti socialiste. Et le grand débat, c'est le libre-échange et c'est la mondialisation. Regardez cette séquence. Philippe de Villiers, on est en 1994. Madame Guigou m'a interpellé, je voudrais quand même lui répondre. Avec des faits, vous voyez. Avec des faits, parce que... Tenez, regardez. Oui. Je vois que vous ne négligez pas les gadgets. Hein. Regardez ces 2 chaussures. Oui, elles sont jolies d'ailleurs. Voilà. Avant, après. Ça, elles sont comparables, ces 2 chaussures. Là, il y a une chaussure qui arrive de Chine. Oui. Dans toutes les grandes surfaces, tous les supermarchés en France. 5,70 francs. Ça, c'est une chaussure de l'entreprise Eram, 3000 salariés, une des plus belles entreprises européennes. Rien que le prix de la matière première, 15,70 francs. Prix de vente, 47 francs, à cause de la différence du coût de main-d'œuvre. Alors, il y a 2 solutions. Ou bien, on fait l'Europe passoire.
c'est-à-dire l'Europe actuelle. On L'Europe continue. n'est pas une passoire, et à ce monsieur moment-là, comment voulez-vous que la chaussure Eram puisse lutter, bien qu'elle soit très performante, contre la chaussure de Chine, elle-même fabriquée par des femmes déportées dans un camp de travail à Shanghai? Comment accepte-t-on qu'il y ait des populations laborieuses qui soient exploitées et qui viennent faire concurrence à nos entreprises, une concurrence structurelle, il ne s'agit pas de dumping? Moi, je dis, que ça n'est pas possible. On arrête là, on y reviendra tout à l'heure parce que l'ouverture des frontières, c'est manifestement le point de désaccord entre vous. On fabrique avec le travail des enfants, 200 millions d'enfants dans le monde, vous acceptez et avec ça ou pas? Non. Je demande une clause sociale justement pour éviter ça. En même temps, Monsieur de Villiers, je crois que, voyez-vous, eh bien moi je suis très contente. Quand je sais que des Chinois conduisent des voitures Peugeot en Chine, quand je sais qu'ils mangent des yaourts Danone, quand je sais qu'ils boivent notre cognac. Et par conséquent, le commerce, eh ben c'est l'échange, c'est vrai. Il faut accepter d'importer, d'exporter. Et quand une entreprise se délocalise, et quand une entreprise déménage de chez nous... Si vous ne voulez pas importer, vous allez fermer. Et c'est comme ça que vous coulerez la France, Monsieur de Villiers. 1994. Et c'est comme ça que vous allez couler la France, Philippe de Villiers. Geoffroy Lejeune. Les archives sont parfois très cruelles. Terrifiantes. Mais on le voit, du coup, c'était un de vos sujets de prédilection, la désindustrialisation et puis la concurrence avec les États-Unis et la Chine. Est-ce que, selon vous, l'affaire Chine de cette semaine est un cas chimiquement pur? Je revois ça avec terreur, en fait, parce que je me dis, mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Je vais vous raconter, là. Le 15 avril 1994, dans la foulée de Maastricht, 1992. Donc Maastricht fait sauter la préférence communautaire. Je cite le mot, c'est pas de moi le mot. Préférence communautaire, c'est-à-dire le marché commun, c'est-à-dire un tarif extérieur commun. C'est-à-dire qu'on ne fait pas rentrer n'importe quoi, et il n'est pas question à l'époque de délocaliser. Accord de Marrakech. Création de l'Organisation mondiale du commerce, que j'avais appelée, par dérision, l'Organisation commerciale du monde. En fait, le monde bascule, la France bascule, c'était la France de Balladur à l'époque. La gauche et la droite ont voté l'accord de Marrakech, j'étais le seul pour voter. Et je me souviens, j'étais allé voir Marie-France Garot, on avait pris une tisane tous les deux chez elle, et elle me dit, mon pauvre Philippe, c'est difficile d'être seul sur les cimes. Je dis oui, terrible. Ils avaient tous voté. Je ne veux pas dire qui, mais c'est des noms connus qui sont encore là. Et en tout cas, leur fils spirituel. Et qu'est-ce qu'ils ont voté, en fait? Ils ont voté le passage d'un pays de producteur à un pays de consommateur. C'est ça que je veux vous expliquer. Et Chine, c'est le dernier maillon du pull vert. La dernière maille. Pourquoi? Parce que ce à quoi nous assistons, c'est à la défrancisation de l'économie française. Je prends l'actualité du jour. Le Mercosur, c'est la fin de l'agriculture française. Avec l'acte d'infamie d'Emmanuel Macron. Mais avec le Mercosur, c'est fini pour nous, à terme. On va être inondés. Et on va perdre le lait, la viande, etc., etc. Tout ça pour faire plaisir aux Allemands, qui eux s'en tirent mieux. Deuxièmement, l'industrie du jouet. Souvenez-vous, vous êtes trop jeune, mais il y avait une industrie du jouet florissante, enfin c'est terminé. Chine, industrie textile. Moi, je suis de la Vendée Choltaise. Un jour, Bernard Arnault, il m'a appelé, il m'a dit vous faites des Vendées au pôle, moi ça m'intéresse de venir parce que vous avez un tour de main extraordinaire dans le cuir et le textile. Aujourd'hui, il n'y a plus de cuir, il n'y a plus de textile. Et tout à l'avenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 40 ans, la classe dirigeante française a décidé de changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur deux nouveaux postulats d'un New Deal à la française. Premier postulat, désormais, c'est l'extension permanente, indéfinie de la sphère publique et de la dépense improductive. Et deuxièmement, c'est le primat de la consommation sur la production comme moteur de la croissance.
Ce nouveau modèle génère, premièrement, les délocalisations et la désertification rurale. Deuxièmement, la désindustrialisation. On va faire travailler les petits Chinois en situation d'esclavage, c'est beaucoup moins cher. Troisièmement, la métropolisation. Et là, on arrive avec Chine à la 4e étape, la décommercialisation. Parce que dans un premier temps, en fait, l'appareil de production décline chez nous, puisque, je cite, la nation n'est plus un espace économique pertinent. Vous entendez ce qu'il disait? La préférence européenne ou nationale est à bannir. On est sur un marché planétaire de masse qui va faire le bonheur de l'humanité, le bien-être cosmique, post-national. Et donc, le marché mondial va se substituer aux marchés locaux. On allait chercher son lait chez le voisin, terminé. Petite parenthèse, en termes écologiques, c'est pas très malin ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les grandes surfaces ont été les grands vainqueurs de l'opération dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'elles étaient hantées sur l'importation. C'est-à-dire qu'on ne produit plus, on importe. Et au bout d'un certain temps, avec Chine, la distinction entre la commande, c'est-à-dire l'acte de production et l'acte de vente, se réduit. Et donc, en réalité, on est inondé avec une nouvelle méthode qui décommercialise la France. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a face à nous? On a des pays neufs qui ont récupéré toutes nos industries traditionnelles et toutes nos industries nouvelles et qui maintenant pratiquent à notre égard, à notre endroit, avec une charité merveilleuse à observer, un double protectionnisme. Comme vous regardez l'Amérique et la Chine, un protectionnisme défensif, fermeture à l'import, et un protectionnisme offensif, subvention à l'export. Chapeau l'artiste. La classe politique est criminelle. Et on n'a pas parlé du Mercosur. Non, mais... Mais on en parlera la semaine prochaine en longueur, si vous le voulez bien. Oui. Parce que visiblement, Emmanuel Macron... semble bien parti pour... C'est simple, le Mercosur. Vous avez là-bas des latifundia de 500 000 hectares, et nous, on a des fermes de 68 hectares en moyenne, donc vous ne pouvez pas lutter. En plus, c'est la viande bovine qui va arriver, c'est des masses énormes, énormes. Le poulet, etc. Voilà. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, un poulet sur 2 en France est importé, consommé en France est importé, et 60% de nos légumes, 40% de nos fruits. C'est le président de la FNSEA qui disait ça récemment dans un journal. Emmanuel Macron qui est actuellement en Amérique du Sud et qui s'est dit jeudi plutôt positif sur la possibilité d'accepter l'accord commercial entre l'Union européenne et des pays du Mercosur grâce aux clauses de sauvegarde obtenues par la France, même s'il affirme rester vigilant. Moi j'ai une suggestion. Oui. Laquelle? Il a eu Raoni au téléphone. Oui. Vous savez qui c'est, Raoni? Un grand ami. C'est un chef à plumes. Un chef indien. Ouais. Et moi, et Raoni s'entend bien avec Macron. Allez, sur Raoni, moi je vous fais une suggestion, si vous m'entendez, gardez-le. Oui, dans une réserve. Emmanuel Macron, tiens, justement, Philippe de Villiers. On est prêt à payer pour vous le nourrissiez. Non, c'est vous, oui. Emmanuel Macron, tiens, c'est un article qui vous a intéressé, et c'est vrai qu'il a été sous-traité, je trouve, médiatiquement cette semaine, Philippe de Villiers, un article de nos confrères du Parisien. Le titre est éloquent, c'est mieux qu'il se taise. Bon, c'est une citation visiblement. Emmanuel Macron face au risque d'effacement. Et voilà ce qui est inscrit. Après sa sortie très critiquée sur les retraites, le chef de l'Élysée a confié à ses proches avoir entendu les sévères remontées des élus de son camp. Et sur la politique nationale, je lâche le manche, a-t-il promis. Et enfin, réplique en chœur ses ministres, pour nous c'est mieux qu'il se taise. Pourquoi est-il venu contredire le cornu? Il veut quoi? Une censure et une dissolution s'emportent l'un d'entre eux. Mais c'est la phrase sur la politique nationale, je lâche le manche. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est si anecdotique que ça, Philippe de Villiers? Il y avait déjà plus de pilote dans l'avion, donc s'il lâche le manche... Voilà. Alors moi, je vais vous répondre. Cette phrase m'a beaucoup choqué. Parce qu'il a été élu président de la République. Il est le chef de la tribu. Or, la tribu, elle va mal. Le pays s'enfonce. C'est lui qui a creusé les déficits.
C'est lui qui est à la barre du Titanic. Le pays vit une menace existentielle. Nous sommes au bord de l'abîme. Et c'est au moment où le pays est au bord de l'abîme que lui, comme un dilettante, le happy manager de la Startup Mission, nous explique, je lâche le manche, débrouillez-vous, non possumus. Alors que nous sommes en train de vivre une crise, enfin toutes les crises en même temps, une crise parlementaire avec la partitocratie au pouvoir. On voit les dégâts tous les jours, c'est dramatique. Une crise institutionnelle, puisque la hiérarchie fondatrice de la Ve République ne fonctionne plus entre le président et le Premier ministre. Une crise financière, nous sommes criblés, plombés d'impôts, de dépenses, de déficits, de dettes. Je dirais une crise nationale, puisque nous ne sommes plus d'accord les uns et les autres sur la définition même de la nation. Il y a ceux qui veulent la post-France, l'anti-France, la France résiduelle, et même une crise sociétale, puisque nous ne sommes plus d'accord sur les repères de la société et sur la définition des murs porteurs. Et c'est à ce moment-là que le président nous dit « je m'en vais, débrouillez-vous ». Alors qu'il faudrait aujourd'hui un président sacrificiel qui accepte d'être au banc d'infamie et pour dire aux Français nous allons relever le pays et tant pis si je suis au banc d'infamie de l'État profond européen, parce qu'il faut quitter cette Europe qui est en train de nous tuer à petit feu. Deuxièmement, au banc d'infamie des cours suprêmes qui ont choisi la préférence étrangère plutôt que la préférence nationale, au banc d'infamie des élites mondialisées qui ont favorisé l'éclipse de la conscience nationale. Philippe de Villiers, il nous reste une vingtaine de minutes. Puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, vous allez me dire quel rapport avec le maire de New York ? Puisque New York tient son nouveau maire, la plus grande ville des États-Unis, a choisi Zoran Mamdani, 34 ans, musulman, c'est lui qui le revendique publiquement, anti-Trump, pro-immigration, il a fait de la lutte contre la vie chère un axe de campagne, une campagne éclair de 8 mois. Et puis, une séquence a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux qui montre que le nouveau maire de New York a pris les mêmes éléments de langage qu'un certain Emmanuel Macron. Mamdani, donc 2025 à New York, et Emmanuel Macron, c'était à Marseille en 2017. Regardez. Je vois les Arméniens, les Comoriens, les Italiens, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, je vois les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens. Je parle des propriétaires de bodegas yéménites et des mexicaines. Des chauffeurs de taxi sénégalais et des infirmières ouzbèques. Des cuisiniers trinidadiens et des tantes éthiopiennes. Geoffroy Lejeune. Alors, question très simple, Philippe. Est-ce que entre le maire de New York et Emmanuel Macron, c'est la même idée ? C'est incroyable. C'est fascinant, ce qu'on vient de voir. En fait, c'est la nouvelle génération politique. Ils sont tous comme ça. Mais déjà, de mon temps, je les entendais parler entre eux. Ils parlaient marketing, en fait. C'est-à-dire, il y a deux éléments qui se coagulent, qui se cristallisent. Un, le communautarisme. Donc, on parle à des communautés qui s'ajoutent, qui sont côte à côte. Et deuxièmement, le marketing. Le marketing politique, c'est incroyable, le marketing politique. C'est-à-dire qu'en fait, on prend les consommateurs, les citoyens consommateurs, et on les segmente. Et donc, qu'est-ce que fait Macron ? Il segmente. Et qu'est-ce que fait le nouveau maire de New York ? Il segmente. C'est la Startup Mission. Avançons et continuons de parler quand même de New York. Quel est selon vous
la signification pour nous Français, Philippe de Villiers, de l'élection du nouveau maire de New York? Mais d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vertigineux ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte, la ville de New York, qui a été la victime du plus grand attentat islamiste dans l'histoire de l'humanité, et qui porte à la mairie de New York un islamiste. Vertigineux. Ensuite, si on regarde bien sa campagne, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et la raison pour laquelle il a gagné, on retrouve ça en France, dans nos villes. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'ils appellent aux États-Unis et en Angleterre, d'ailleurs, les somewhere et les anywhere, face à face. Ce que Christophe Guilly a appelé les métropolia et périphéria. Regardez bien, chez nous, transposons ce qui s'est passé à New York, chez nous. Vous avez ceux qui sont de nulle part et ceux qui sont de quelque part. Ils sont face à face. Et bientôt, les quelque part seront minoritaires. Ceux qui sont de nulle part, en fait, c'est qui? C'est une petite bourgeoisie déclassée, bac plus 5 déclassée parce qu'il n'y a plus de boulot, en ville comme en campagne. Et cette bourgeoisie déclassée, c'est le soft power mondialisé, post-identitaire, extraterritorialisé, sécessionniste, c'est-à-dire qu'elle préfère passer ses week-ends à New York. Elle va s'apprivoiser. S'approvisionner sur le supermarché de la post-histoire. Et elle n'a que mépris pour ce que représente la province française, la baguette de pain, le béret, le marchand de quenouilles, la musique des bagadous, les troisièmes mi-temps du rugby de Bègle, le virilisme du barbecue de Vesoul, le jardin, pavillon-jardin de Honfleur, etc. C'est-à-dire profond mépris, comme on a vu Elisabeth Guigou tout à l'heure sur l'histoire des chaussures. Voilà. Et en face, on a ceux qui sont de quelque part, encore de quelque part. Alors, c'est la société du Formica, le petit peuple, passoire thermique, fume des clopes qui marchent au diesel, les ZFE, etc. Et en fait, ce petit peuple, il souffre l'exil. Le véritable exil qui n'est pas d'être arraché à son pays, mais de ne plus rien y retrouver dans ce qu'il vit, de ce qu'il a fait aimer. Et donc, il y a en fait deux imaginaires. Et ça, c'est quelque chose que je connais bien. Vous allez retrouver, à travers ce que je vais dire, une réminiscence et une reviviscence. L'imaginaire post-national, post-identitaire du professeur Boucheron, qui dit « j'ai peur de cette régression identitaire », en parlant du Puy du Fou. Et puis l'imaginaire immémorial, où on s'accorde le droit d'aller chercher dans les siècles passés les enluminures manquantes, la cérémonie des Jeux, le Puy du Fou. Philippe de Villiers, autre sujet à présent, c'était l'une des premières interventions médiatiques du ministre de l'Éducation nationale. Je rappelle que depuis 2022, c'est le 7e ministre de l'Éducation nationale. Et je vais vous proposer sa réponse lorsqu'on l'interroge sur la polémique autour des vacances. On passe à un sujet tout autre. Les vacances de la Toussaint. Est-ce qu'on dit les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, ou est-ce qu'on dit les vacances d'automne et les vacances d'hiver? Alors il parle des vacances de la Toussaint, interrogé par qui? Bruce Toussaint. Regardez. Je crois que la sémantique chez les Français est assez mixte, donc on peut dire l'un ou l'autre, tout le monde comprend. C'est les 15 jours qui viennent de s'écouler et qui ont permis à nos élèves de se reposer. Mais le terme officiel? Le terme officiel, à ma connaissance, reste encore vacances de la Toussaint, puisque pour ces vacances-ci, c'était déjà programmé par les arrêtés. Mais une fois encore, c'est des questions sémantiques qui ne sont pas très graves. Donc vous ne souhaitez pas que ça reste Toussaint?
Vous pensez que ça peut évoluer? Je pense que, honnêtement, je pense que les Français emploient l'une ou l'autre expression. Mais vous, en tant que ministre de l'Éducation nationale, vous dites quoi? Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de repères sémantiques qui sont connus, comme vacances de Toussaint, vacances de Noël, ça n'a absolument aucune signification pour les Français, enfin, ça n'a pas de signification particulière pour les Français en fonction de leur conviction personnelle. C'est des jalons temporels. On peut dire vacances d'automne, on peut dire vacances d'automne. Franchement, ça m'est complètement égal, c'est pas mon sujet. Mais le temps où vous serez au ministère, vous utiliserez quel terme, vous? Bon, écoutez, il y a une discussion qui est actuellement en cours avec les organisations syndicales dans le cadre du CSE. On va me faire remonter les textes, je me prononcerai à ce moment-là. C'est compliqué quand même. Je prends le jeune. Mais est-ce que c'est si difficile que ça de parler de vacances de la Toussaint? Pourquoi, selon vous, il est mal à l'aise, ce ministre? C'est extraordinaire. C'est une belle image. Il est entortillé. Vous avez vu? Ouais. Oh là là. Oui, on souffre pour lui. On dirait, est-ce que vous avez déjà vu un lombric dans un nid de braise? Non. Pas tous les jours, non? Non. Voilà. Ouais. Vous n'avez pas vécu, vous êtes des jeunes. Voilà. Bon. Et en fait, tout ce galimatia borborigmatique laisse entrevoir une gêne. En fait, la gêne d'être français. La gêne d'avoir apporté 2000 ans d'histoire chrétienne. Voilà. Et dans mon livre, Populicide, j'ai traité ce sujet avec un chapitre intitulé « Je sens venir le califat ». Et pourquoi je sens venir le califat à cause de ça? À cause des gens comme ça. En fait, ils sont tous comme ça. Ils ont tous peur. Tous. Voilà. Et je regarde souvent la Belgique et je me dis, la Belgique, chez les spécialistes, s'appelle le Belgiquistan. Or, la France est la terre d'Europe où il y a la plus grande proportion de musulmans sur son sol. Et on a des élites qui préfèrent l'islamisation aux chrétientés flageolantes et qui, en fait, pour se débarrasser des chrétientés flageolantes, veulent islamiser davantage. L'islamisation devient une arme de combat contre les chrétientés finissantes. Il suffit de regarder la laïcisation de l'école, le sport qui est devenu un vecteur de communautarisme et de séparatisme, la justice. Je me souviens, dans la même semaine, l'année dernière, enfin au printemps, dans la même semaine, la justice dit on interdit la messe de la Sainte-Geneviève pour les gendarmes à Privas, vous vous souvenez? Et à ce moment-là, il y a 2 ministres qui vont à la rupture du jeûne dans 2 mosquées, Barreau et Bayrou. En d'autres termes, la République laïque, en fait, la République de l'athéisme d'État, elle est à bout de souffle. Pourquoi? Parce que elle jubile à l'idée d'avoir réussi à se débarrasser d'une religion et elle se retrouve avec une nouvelle religion sur sa route qui est beaucoup plus difficile à maîtriser. En réalité, ayant récusé le surnaturel, l'irruption du surnaturel dans l'ordre naturel, elle ne sait plus faire le lien vital. Et en réalité, elle a perdu toute forme d'élixir social, ce qu'on appelait la République thaumaturge. Georges Duby, cette République thaumaturge, elle est en train de mourir. Et donc, il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'une solution. C'est la francisation, tout de suite. Franciser, refranciser, ne pas avoir honte. Franciser le pouvoir, donc le rapatrier. Franciser les petits Français, franciser les âmes. C'est-à-dire leur remettre le récit fondateur au cœur. Une nation, je l'ai dit, je le répète, c'est un lien amoureux. Il faut refaire un peuple amoureux pour que ce monsieur, ministre de l'Éducation nationale, un jour n'ait plus peur de dire « oui, l'imaginaire français ». Vous dites ce monsieur parce que vous ne connaissez pas son nom. J'ai oublié, enfin je ne veux pas le connaître. Non, ça va tellement vite. Attendez. Oui, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est le 7e. Il faut pas s'attacher. Un seul nom j'ai retenu, c'était Papendiaï. Ah bah écoutez, là, bah, évidemment. Mais vous êtes le seul à vous souvenir de Papendiaï, pour le coup. Philippe de Villiers, un peu de sourire, ça fait du bien. Alors, c'est intéressant parce que cet apologue, vous voulez raconter une histoire. Mais pas n'importe laquelle, Philippe de Villiers.
Et vous m'avez contacté cette semaine en me disant « Je veux raconter ma première leçon d'histoire ». Quelle était votre première leçon d'histoire, Philippe de Villiers? Ma première leçon d'histoire, oui, c'était dans les rouleaux d'écume de la Côte d'Émeraude, dans les vents d'iode et les gifles de sel. C'est là que j'ai pris ma première leçon d'histoire. Dans les colères de la mer imprévisible, j'ai compris ce qu'était le drame et la précarité de nos vies. C'était à Saint-Malo. Nous étions enfants. Nous passions nos vacances à Rothier-Neuf, juste à côté de la ville corsaire. Et nos parents, pour nous faire plaisir, ritualisaient chaque année 2 excursions mythiques. Les rochers sculptés à Rothier-Neuf et le pic du Grand Bay où se trouve la tombe du grand écrivain Chateaubriand. Il fallait attendre chaque année la marée basse pour pouvoir traverser à pied sec le gué avant de grimper jusqu'à la tombe. Et en grimpant jusqu'à la tombe, nos parents nous disaient « Le grand écrivain a choisi les vagues comme dernière demeure. » C'est étrange. Et j'étais fasciné, captivé par ce choix des tempêtes éternelles. Et en même temps, je comprenais que le poète avait voulu nous dire « Les enfants, apprenez que l'histoire est tragique. » Alors, un peu plus tard, en grandissant, je suis passé de la tombe à l'outre-tombe pour essayer de comprendre comment un grand écrivain, le plus grand, selon Victor Hugo, comment un grand écrivain pouvait mourir. Et là, j'ai compris la grande loi de l'histoire. Il y a une différence entre les écrivains et les peuples. Les écrivains meurent, mais quand ils meurent, il reste l'écriture. Elle est intacte. Alors que les peuples, quand ils disparaissent, et je raconte dans mon livre Populicide comment les peuples disparaissent, il n'en reste rien. Rien que des ruines. Allez à Carthage, allez à Rome, allez au Machu Picchu, rien que des ruines, des vestiges d'humanité déchue. Et là, j'ai compris, en marchant sur la plage de Rothier-Neuf, que j'ai compris les silences des sables d'abandon. J'ai compris l'insouciance des mouettes et des cormorans qui se moquent de nous, qui se moquent de tout, qui se moquent de la vie qui passe et qui sont les mêmes d'année en année. Et là, tout à coup, je suis tombé sur un texte des Mémoires d'Outre-Tombe. J'ai lu, relu, médité, écoutez. Les peuplades de l'Orénoque n'existent plus. Il n'est resté de leur dialecte qu'une douzaine de mots à la cime des arbres prononcés par des perroquets redevenus libres. Alors bien sûr, l'Orénoque n'est pas la France, mais la France pourrait bientôt ressembler à l'Orénoque. Et là m'est venue l'idée d'aller chercher dans les replis de la mémoire longue de toute l'humanité la trace de communautés qui nous ont précédés, qui ont connu la jeunesse, l'espoir, la fortune, la domination, la prospérité et puis l'extinction. Et c'est ainsi que j'ai entrepris cet été de dessiner la courbe qui va du récit fondateur
aux fiertés finissantes. Populicide. Notre première leçon d'histoire, et on se plonge dans toute la première partie de Populicide, justement, dans l'histoire de l'humanité, et comment un peuple s'éteint. Philippe de Villiers, on l'a abordé très rapidement, mais je m'en suis voulu parce que vous vouliez vraiment avoir un mot, parce que vous avez été bouleversé par le témoignage, comme tous les Français d'ailleurs, de Patricia. Patricia qui est d'un courage absolu. C'est la mère d'Adrien, je le disais tout à l'heure. Adrien a été tué, il n'avait que 26 ans, il sortait de boîte de nuit. Adrien était un garçon qui adorait faire la fête, sportif, joyeux. Et il a été tué en 2018. Sa mère a pris la parole. Elle dénonce la libération anticipée de l'un des meurtriers de Adrien. Et pour elle, l'aménagement de peine vide de sens la justice rendue. Elle était cette semaine sur CNews et je vous propose d'écouter son cri du cœur. Moi, mon fils, il ne me donnera jamais de petits-enfants. Il ne se mariera jamais. Et quand j'apprends en plus la libération d'un de ces assassins, tout ce que la justice met en place dans les prisons pour eux, en fait, déjà dans la prison, ils se construisent une vie. Il s'est marié en prison. Nous, au mois de juillet, quand moi j'étais au travail, lui, il était à Montpellier, avec sa femme, tranquille. Il est sorti de la prison, comme si moi je sortais de ma maison pour aller travailler. Il y a eu des jurés qui les ont condamnés. Et là, d'un revers de main, parce qu'on se comporte bien en prison, eh ben on efface tout. Et moi, quand je me lève le matin, que je dois me prendre la force pour aller travailler, que je rentre dans ma voiture et que j'arrive sur mon lieu de travail, qui se trouve malheureusement là où Adrien a perdu la vie, je suis encore obligée de passer là où mon petit a perdu la vie. Et que quand vous passez la porte de votre entreprise, ben vous vous dites, allez, t'as pas le droit de leur montrer ta peine. Et cette justice, elle parle d'humanité pour tous ces condamnés, mais elle est où leur humanité pour nous? Geoffroy Lejeune. C'est la même question que tout à l'heure pour la maman de Mathis. Qu'est-ce que vous lui répondez à Patricia Pérez quand elle crie à l'injustice? D'abord, je lui dis merci d'avoir pris sur elle pour venir à la télévision chez Christine Kelly pour parler aux Français et dire ce qu'elle avait à dire, qui est déchirant. Il faut savoir que le drame qu'elle décrit tient à la réalité suivante. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais lorsque le juge d'application des peines a pris sa décision, la victime n'était pas là, alors que normalement elle est là. C'est-à-dire l'avocat n'était pas là. La décision a été prise sans la victime. Ensuite, moi j'ai une réponse. C'est que aujourd'hui, beaucoup de nos autorités ne sont pas à la hauteur, intellectuellement, moralement. C'est grave ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a une insuffisance. Et donc, je pense qu'il y a deux choses à faire. Premièrement, supprimer la syndicalisation des magistrats. Un magistrat n'a pas à être syndiqué. Il rend la justice au nom du peuple français. Et surtout, changer le recrutement de l'École nationale de la magistrature. Je me suis entretenu avec le président de l'Institut pour la justice, Pierre-Marie Sèvres, qui dit très bien, aujourd'hui, il y a 60-40, 60 recrutés directement et 40 par le tour extérieur. Il faudrait l'inverse. Il faudrait qu'on ait des commissaires de police, il faut qu'on ait des policiers qui deviennent juges. Et ce jour-là, la victime sera au cœur du système judiciaire, le jour où les policiers deviendront juges par le tour extérieur. Ayant une pensée pour Patricia, pour Laetitia, pour Harmonie Comines, ces femmes qui ont eu le courage de prendre la parole, pour la mère d'Elias, qui ont eu le courage de prendre la parole, et quand tant de fois la justice peut nous désemparer à travers Oui, mais il faut changer de doctrine pénale. Vous l'avez dit, Philippe de Villiers, vous avez raison, on en parlera en longueur. Qu'est-ce qu'on a fait il y a quelques jours? On a été emmené Badinter au Panthéon. Badinter, c'est lui qui est à l'origine de cette doctrine pénale. Mais on en parlera de la justice. Merci Philippe de Villiers, merci à vous Geoffroy Lejeune. Dans un instant, c'est l'heure des pros. À tout de suite.